Bravo, togliti la mascherina. Bah, c'est très bizarre de parler en français avec un autre italien, mais on va s'en sortir. Et je suis avec Nicola Localzo, qui est auteur, photographe et artiste doctorant, enseignant à la Graduate School des Humanités, Création, Patrimoine de Cergy Pontoise, Paris-Cergy. Et Nicolas s'intéresse aux relations entre photographie, mémoire et pouvoir. À partir d'une posture queer, sa recherche artistique, autant qu'académique, porte sur les usages contemporains de la photographie pour questionner la mémoire des groupes subalternes, notamment les mémoires des colonisés. Ces photographies font partie des collections nationales de CNAP, la BNF, Lightwork Collection à New York, gli Archivi Alinari à Florence et la Pinacoteca Civica à Monza et aussi Tropenmuseum à Amsterdam. Son travail est représenté par la galerie Dominique Fiat, Podbielski Contemporary en Italie et la Balsarte en Colombie. Tu as déjà publié des livres avec Kerr notamment et André Frère. Et là, on est ici pour parler de ton dernier livre, Benedetto, avec les éditions de l'Artiere, qui c'est une maison d'édition italienne. Le stand, c'est juste en face. Tu as déjà fait un book signing ou... Oui, on l'a fait hier, c'était hier avant-hier. Mais je suis sûre qu'après cette conversation, si les gens vont voir ton livre, c'est là-bas. Ouais. Et du coup... le livre a été aussi produit avec les soutiens du Fonds de dotation Boucher-Pensois, de Prix Élysée et aussi de la CNAP. Le titre, en fait, ça m'a immédiatement capturé. C'est un peu Benedetto, c'est comme les dévots siciliens ont renommé Benoît Lemeur. Et du coup, je me suis demandé d'où vient ta fascination avec cette figure méconnue de Saint-Benoît Lemeur et quelle est sa relation avec la condition des migrantes subsahariennes en Méditerranée. Comme tu crées cette parallèle très intéressante dans ton livre, si tu peux nous expliquer un peu. Merci. Bonjour Federica, bonjour à toutes et à tous. Le livre Benedetto, c'est un livre qui s'inscrit dans une recherche que je mène depuis 10 ans sur les mémoires de la résistance à l'esclavage et au colonialisme dans le monde atlantique et méditerranéen. Donc c'est le chapitre qui est né à partir aussi d'une recherche à la fois photographique mais aussi à la croisée de l'histoire et de l'anthropologie que je mène depuis 2010. Et c'est une figure, celle de Benoît Lemeur, que j'ai découvert en quelque sorte en travaillant en Colombie. Donc c'était en Colombie lors d'une résidence artistique, en travaillant sur les communautés afrodescendantes à Cartagena, que j'ai pris connaissance de l'existence d'un certain San Benito de Palermo. Alors après, à partir de cette rencontre donc fortuite et complètement imprévue en Colombie, j'ai remonté un petit peu le fil et la généalogie et j'ai appris l'existence d'un culte en Italie dévoué à cet homme qui ensuite fut canonisé comme premier saint noir de l'Église catholique. Donc le parcours de Benoît, c'est un parcours extraordinaire et c'est un parcours donc d'un homme qui, pour échapper au statut de l'esclavage de la Sicile du XVe siècle, en quelque sorte intègre un ordre franciscain et par la suite, à travers une série d'effets, d'événements politiques aussi sociétals, il devient saint 200 ans après. C'est aussi un parcours d'invisibilisation, c'est-à-dire que l'homme Benoît, et c'est là où il y a la relation
que j'essaie de suggérer à travers ce parallélisme avec la diaspora africaine qui habite aujourd'hui en Italie et notamment en Sicile, parce qu'en fait la figure de Benoît Le More, qui était très important jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans toute l'Europe du Sud, donc notamment en Portugal, en Espagne, en Italie et en Sicile, à un moment donné il disparaît complètement des radars, suite justement à une volonté aussi de l'Église de remplacer des saints qui devenait problématique. Donc ça, c'est la figure de Benoît Le More était imposée pour évangéliser les populations, notamment esclavisées en Amérique latine. Les populations afrodescendantes, ils s'emparent du saint, ils en font complètement autre chose par rapport à ce qu'il avait été prévu, en tout cas par l'Église. Et du coup, au XVIIIe siècle, on est en plein essor de la traite, la figure devient problématique, donc on essaie de l'effacer un petit peu de la mémoire collective italienne et notamment sicilienne. Donc aujourd'hui, on a perdu en quelque sorte la généalogie subsaharienne du saint en Italie. Et donc il y a eu, devant les statues du saint, on ne voit pas forcément un homme noir, on ne voit pas forcément un homme africain. Et donc c'est ça la question qui me hantait en quelque sorte. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à ce processus d'invisibilisation de cette racine africaine, alors que par exemple en Amérique latine c'est un symbole de résistance, justement d'identité de l'origine, on va dire, subsaharienne. Donc en travaillant avec la communauté, j'ai aussi découvert que les lieux du culte de Benoît, c'était les mêmes lieux de vie aussi des artistes avec les subsahariens avec lesquels j'ai pu travailler et rencontrer. Et donc à un moment donné, je me suis aperçu de cette difficulté, on va dire, à se voir de manière réciproque entre la communauté des dévots et la communauté aussi de la diaspora africaine, les Afro-Européens, on va dire, et Afro-Italiens. Et du coup, ça m'a semblé important de les faire cohabiter dans ce même projet. Qui est organisé comme une sorte de marche pas. Ouais. Il est organisé comme une tragédie, donc il y a un prologue, il y a un premier chapitre, il y a un deuxième, et puis il y a aussi, on va dire, un épilogue. Et j'essaie justement de les faire cohabiter ensemble, et c'est des personnes, des hommes et des femmes, donc il y a d'un côté, il y a le monde religieux, qui donc il voit cet homme Benoît comme un saint catholique tout court, et de l'autre côté il y a la diaspora africaine qui, à travers aussi l'apport des centres d'accueil, des militants, des activistes subsahariens et aussi italiens, ils sont en train de s'emparer du culte de Benoît pour en faire devenir autre chose, pour le transformer dans un symbole politique, dans un symbole d'émancipation, de lutte contre le racisme. C'était très intéressant cette manière justement de se rapproprier le saint et aussi l'homme Benoît de manière complètement différente en fonction justement de la perspective d'où on le pense et d'où on le voit. Merci. Et en fait, la résonance plus radicale entre l'histoire de Benoît et celle de la diaspora dans ton livre, c'est l'histoire incroyable de Dieudonné Benedetto, que c'est en fait les derniers portraits de ton livre. Et je me demande si tu pourrais nous en parler un peu de cette figure. Oui, alors Dieudonné, qui aujourd'hui s'appelle Fra Dieudonné Benedetto, c'est un jeune homme de 35 ans que j'ai pu rencontrer justement dans cette recherche qui a duré 3 ans, depuis 2017 jusqu'à 2020. Et c'est un personnage que j'ai pu croiser justement lors de mes visites au convent de Sainte Mère de Jésus. Il est subsaharien, il est ivoirien. Il est arrivé en Italie donc en tant qu'immigrant, entre guillemets, et puis il a eu la vocation, donc suite à la découverte, on va dire, de Saint Benoît le More, il a décidé d'intégrer aussi un ordre franciscain en devenant ici Benedetto, Dieudonné Benedetto. Donc c'est un personnage qui pour moi était totalement imprévu. En même temps, ça m'a permis de faire le lien, on va dire, littéral entre l'expérience de Benoît Le More, qui a aussi à l'époque avait décidé en quelque sorte d'intégrer un ordre pour échapper
à la condition d'esclave, et celle aussi du jeune Dieudonné qui aujourd'hui aussi trouve en quelque sorte, même s'il y a une vocation derrière, depuis nos échanges, évidemment, lui, il a quitté sa religion initiale pour devenir justement catholique. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment ça, c'était vraiment comme encore aujourd'hui, en 2021, l'habit en fait du moine peut être finalement un instrument d'émancipation d'une condition d'invisibilité. C'est-à-dire cet habit de moine lui permet d'exister, d'être visible vis-à-vis des Italiens. Sans cet habit, il devient, ou il risque de devenir seulement invisible et donc un migrant comme lui-même dit. Donc il revient à cette condition, à ce cliché et à ce stéréotype des personnes migrantes. Et donc c'était intéressant justement, au début de ce travail, je m'étais posé la question aussi d'utiliser, de faire recours à la mise en scène pour pouvoir suggérer l'héritage de Benoît. Et puis finalement, j'ai eu aussi cette opportunité de rencontrer une personne qui pouvait témoigner de son expérience d'homme ivoirien issu de la diaspora, et aussi en même temps de cet rapport avec la religion et avec Saint Benoît lui-même. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui termine ce livre. Mais l'expérience de Benedetto, c'est une expérience pour moi qui a une valeur politique. Au-delà de la dimension religieuse, c'est vraiment la dimension politique qui m'intéresse dans tout le travail, aussi dans toutes les images que j'ai essayé de produire. Merci. Et dans les livres, il y a aussi une métaphotographie, c'est-à-dire la photo d'une image de l'iPhone de Babarak, avec son message WhatsApp qui révèle la situation tragique à Campobello di Mazara en 2018. Ouais. Et ça m'a fait penser à te poser la question de quelle a été, ou est encore, ta relation avec les sujets de tes photographies. Parce qu'on parle beaucoup de entitlement, des droits de raconter, who is telling whose story. Et par ton livre, il me semble que tu as quand même réussi à avoir une relation très étroite avec eux. Oui, en fait, c'est un des projets qui ont construit sous la durée, sous le temps. Donc évidemment, il y a des relations qui naissent, qui se développent, que moi j'essaie vraiment de nourrir. Et c'est ces relations-là qui nous permettent, je pense, en tant que photographe donc italien, occidental, gay, blanc aussi, parce que je suis aussi assigné à ça, ils me permettent justement on va dire, dépasser cette position qui pourrait être, qui pour certains, c'est aussi une posture définitive et déterminée. En fait, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est par les relations avec la personne qu'on photographie, et aussi par le give back, par la restitution après du travail, par le fait de l'impliquer dans la démarche photographique, qu'on peut justement produire une photographie postcoloniale, une photographie qui soit critique et réflexive. Donc pour moi, la positionnalité, la position est fondamentale, c'est vraiment un point de départ. Et puis à côté de ça, il y a aussi la recherche. C'est aussi la recherche historique, la recherche avec les personnes, les témoignages, la recherche avec les historiens, avec les artistes, avec les militants, qui nous permet justement d'arriver à une compréhension du terrain dans lequel nous travaillons, et faire en sorte de produire justement un savoir qui soit réflexif, qui ne soit pas juste plaqué sous les personnes qu'on photographie. Donc ça, c'est aussi assez important pour moi, et je le revendique depuis le début. Par rapport à la première partie de ta réponse, je l'ai perdue, de ta question, pardon. Non, en fait, j'étais assez fascinée par cette métaphotographie, cette image sur l'image. Oui, parce qu'à un moment donné de ma recherche, on est toujours confronté, quand on est sur le terrain, à des limites, des enjeux. Donc là, j'étais par exemple à Campobello di Mazara, où à un moment donné, j'ai habité dans le ghetto qui s'est créé de manière éphémère pendant la cueillette des olives. Et à un moment donné, j'étais chassé par les caporales. Les caporales m'ont dit, il faut maintenant que tu partes. Donc moi, évidemment, j'étais toujours en contact avec mes amis Babacar, etc. Donc les autres habitants qui vivent à Palerme, mais qui se déplacent dans les champs pendant la cueillette des olives, des tomates, etc. Et donc j'ai pu leur demander de m'envoyer, de documenter en quelque sorte le terrain à travers leur iPhone, et de m'envoyer des photographies. Et donc, du coup, j'ai tout un corpus d'images qui ont été faites par eux,
à travers leur téléphone et qu'ensuite j'ai donc il y a une image que j'ai utilisée pour le livre et puis il y a d'autres images qu'ensuite je vais aussi intégrer dans l'installation du projet dans un cadre expositif. Mais cette image-là, sont des images importantes parce que justement, ils nous donnent le point de vue aussi la précarité effectivement de laquelle Babacar, plutôt que les autres habitants du camp, ils vivent. Donc c'est super, c'est des images donc, que j'ai intégrées et j'ai voulu aussi expliciter dans cette planche du livre ma présence en tant que photographe. Je suis présent dans les lieux avec mon corps. Et donc cette présence du corps est fondamentale, il faut l'expliciter. Je pense que c'est très important pour nous, photographes documentaires, de aussi revendiquer la présence de notre corps. Il n'y a pas de neutralité. Je suis un corps qui est en train de prendre des photos et est en train de se relationner avec d'autres corps. Et donc cette dimension du corps, dans une photographie qui s'attache à photographier l'autre, est fondamentale. Donc, raison pour laquelle dans le texte aussi, voilà, je suis dans le livre également, en fait. Je ne suis pas hors du livre, je suis dans le livre aussi avec mes mots et avec l'échange justement que j'ai fait avec Babacar à partir de ce message WhatsApp dans lequel il m'écrit, me raconte la situation de l'échange où il habitait pendant la saison des olives. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, une question. Bonjour. Bonjour. Je veux mieux comprendre, comme vous voulez transmettre votre œuvre, c'était comme un parcours d'intégration que vous transmettez, que c'est un ensemble des migrants qui trouvent sa salvation à travers une intégration dans ce cas où ils intègrent un convent. C'est ça? En fait, dans le cas de Dieudonné, c'est vraiment une exception. Et il est, en quelque sorte, il a réussi à devenir visible par l'habit du moine. Évidemment, c'est pas la raison pour laquelle il a décidé de devenir franciscain. La raison première qui lui, il a partagé avec moi, c'est qu'il a eu une vocation. Donc il a eu la vocation religieuse. Mais après ça, c'est vraiment l'exception, c'est le cas des Dieudonné. Donc ce n'est pas du tout le cas pour les autres artistes ou les autres personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre du livre. Pour moi, c'était une manière en fait de mettre en résonance le présent d'aujourd'hui avec le passé. Et d'ailleurs aussi, il y a deux maps, il y a deux cartes qui à un moment donné ils sont visibles dans le livre. D'un côté, il y a les routes caravanières au XVIe siècle, c'est les routes de la traite interne subsaharienne, et de l'autre côté, c'est les routes des migrants, de l'immigration contemporaine. Alors, comme vous voyez, si on peut superposer, dans le livre, en fait, on peut superposer les deux cartes, et on voit très bien comme les routes, en fait, les points de départ n'ont pas finalement changé par rapport aux points et également les points d'arrivée, c'est-à-dire les villes rivierasques italiennes, Tripoli, et les autres, Tunisie par exemple. Donc c'est des routes historiques sans vouloir faire évidemment des anachronismes, parce que quand même il ne faut jamais perdre de vue aussi que le contexte géopolitique a changé, mais il y a quand même l'idée, en tout cas pour moi, d'inscrire ce projet dans une perspective historique. Donc la présence subsaharienne en Sicile, ce n'est pas une présence qui date de 20 ans, c'est une présence qui date de plusieurs siècles. Et Benoît Le Mort, c'est une des figures qui incarne, on va dire, cette présence-là. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres figures, d'autres personnages historiques. Voilà, merci. Merci beaucoup. Désolé, mais on a fini le temps. Et bravo pour ce travail et courage pour les prochains projets. Et vous trouvez les livres au stand de l'Artière, ici proche. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et j'invite Agnès Geoffroy